Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un problème 5 c'est un problème sur les diagrammes unaires et les diagrammes binaires liquide-vapeur. Ce problème comporte trois parties et la partie 1 est extraite du concours PC 2019-2020. Dans cette partie, on a deux sous-parties A et B. Donc, on va commencer par la partie A réservée à l'étude des corps purs. Donc, premièrement, on vous demande de donner la relation de Clapeyron associée à la courbe de vaporisation d'un corps pur, donner la signification des termes qui apparaissent dans cette relation. Donc ici, la relation de Clapeyron, elle donne la pente de la courbe de vaporisation dP sigma sur dt qui est égale à delta H vaporisation M sur T Vm étoile vap moins Vm étoile liquide. P sigma étant la pression de vapeur saturante du corps pur à l'état liquide. T, c'est la température. dP sigma sur dt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pente de la courbe de vaporisation. Delta H vap étoile M, c'est l'enthalpie molaire de vaporisation. Donc ici, la notation est très importante. Donc il faut bien noter le terme étoile ici, donc qui veut dire que c'est un corps pur. Et il faut bien aussi noter le petit m ici pour dire que c'est une enthalpie molaire. Vm étoile vap, c'est le volume molaire du corps pur dans la phase vapeur. Et Vm étoile liquide, c'est aussi le volume molaire du corps pur, mais cette fois-ci dans la phase liquide. Deuxièmement, un très grand nombre de relations ont été proposées pour représenter l'évolution de la pression de vapeur saturante d'un corps pur liquide avec la température. Elles se distinguent par l'étendue du domaine couvert, leur attitude à permettre une extrapolation fiable à l'extérieur de ce domaine, en particulier vers les faibles températures. Parmi ces relations, on trouve en deuxièmement petit a la fonction de type grand A. Log de P sat est égal à E plus F sur T, où E et F sont deux constantes. La pression est exprimée en millimètres de mercure et la température en Kelvin. Petit i, montrer en donnant les approximations utilisées que la pression de vapeur saturante P sigma d'un corps pur est une fonction de la température du type A. Donc ici, pour trouver la fonction de type A, il suffit d'intégrer la relation de Clapeyron, mais pour ceci, on a bien des approximations à faire. La première approximation, c'est de considérer l'enthalpie molaire de vaporisation du corps pur est constante sur l'intervalle de température, c'est-à-dire que sa valeur ne dépend pas de la température. La deuxième approximation, c'est le fait de considérer que le volume molaire de la phase vapeur est très grand par rapport au volume molaire de la phase liquide, ce qui fait que delta Vm qui est égal à Vm de la vapeur moins Vm du liquide est presque égal à Vm de la vapeur. La troisième approximation, c'est de considérer que la vapeur se comporte comme un gaz parfait et donc on sait très bien que la loi des gaz parfaits s'écrit P fois V égale nRT. Donc ici, puisque c'est un corps pur, donc la pression est égale à la pression de vapeur saturante. Le volume, c'est V étoile, donc l'étoile ici, comme toujours, pour dire que c'est un corps pur. Et donc, le volume molaire qui est égal à V sur N est égal à RT sur P sigma. Donc, si on remplace dans la relation de Clapeyron delta Vm par son expression qui est égale à RT sur P sigma, on trouve que D de P sigma sur dt relative à la courbe de vaporisation, c'est-à-dire la pente de la courbe de vaporisation, est égale à delta H vaporisation, l'enthalpie molaire de vaporisation, sur RT carré fois P sigma. Donc on va essayer d'intégrer cette relation entre deux états.
Donc, j'ai dit ici qu'on va intégrer la pente de la courbe de vaporisation au voisinage de T vaporisation standard. Donc, le signifie ici pour dire que c'est standard. Donc, c'est la notation qu'on utilise au concours. Donc, il suffit de faire l'intégrale entre un état standard de référence et P sigma de dP sur P, qui est égal à log de P sur P phi, et l'intégrale entre T vaporisation et T de delta H vaporisation, c'est-à-dire de l'enthalpie molaire de vaporisation sur R, dt sur T carré. Étant donné que l'enthalpie de vaporisation est constante, R étant la constante des gaz parfaits, c'est kiff-kiff, elle est constante, donc on peut faire sortir le terme delta H vaporisation sur R. Et donc on obtient log de P sigma sur P standard est égal à l'enthalpie molaire de vaporisation sur R, facteur de 1 sur la température de vaporisation standard moins 1 sur T. Ou encore log de P qui est égal à l'enthalpie molaire de vaporisation sur R, T vaporisation, plus log de P standard, moins delta H vaporisation sur R, le tout sur T. Donc c'est bien une équation de la forme E plus F sur T. La question 2i de cette deuxième question, on vous demande d'identifier les constantes E et F puis donner leur équation aux dimensions. Donc du moment que log de P sat est égal à, ou bien peut s'écrire comme étant E plus F sur T, on peut bien remarquer que par identification par rapport à l'équation qu'on avait intégrée au petit i, que E est égal à delta H, l'enthalpie molaire de vaporisation, sur R fois T vaporisation standard plus log de P. Et donc cette constante est sans unité, puisque l'enthalpie de vaporisation ici s'exprime en joule mol moins 1, R s'exprime en joule mol moins 1 K moins 1 et T vaporisation s'exprime en K, ce qui fait que toutes les unités se simplifient ici pour donner un terme adimensionnel ou bien sans unité. Pour F, qui est égal aussi par, ou bien qu'on trouve par identification, est égal à l'enthalpie molaire de vaporisation sur R. F, par contre, ici, admet une unité et elle s'exprime en Kelvin, puisque l'enthalpie molaire de vaporisation, c'est des joules mol moins 1. R, c'est des joules mol moins 1 K moins 1, donc ça fait 1 sur K moins 1, ou bien tout simplement K. Deuxièmement, petit b, on vous dit que la fonction de type b est appelée équation d'Antoine et qui s'écrit comme étant log de P sigma qui est égal à alpha sur moins bêta sur qui plus t, dont cette relation permet d'atteindre, dans cette équation, pardon, la pression est exprimée en millimètres de mercure et la température en Kelvin. Cette relation permet d'atteindre une excellente précision pour les intervalles de pression toujours aux environs de la pression atmosphérique, sachant que la pression de vapeur saturante du cyclohexane 1, qu'on va noter 1, et d'acétate et d'éthyle, qu'on va noter 2, liquides, suivent la relation d'Antoine. Déterminer la température de vaporisation de chacun de ces deux constituants 1 et 2. Sachant que ici les coefficients alpha, bêta et qui ici sont donnés. Donc ici, il suffit d'exprimer la température T en fonction de bêta, alpha et kappa et log de sigma à partir de la relation d'Antoine. On trouve que T est égal à bêta sur alpha moins log de P sigma moins kappa. Donc j'ai bien dit que les valeurs de alpha, bêta et kappa sont données pour les deux composés, ce qui fait que pour le cyclohexane, tout calcul fait, on trouve une température de vaporisation égale 301,39 K, ou bien en degrés C, on note bien θ, la température en degrés C qui est égale à 28,25.
Pour l'acétate d'éthyle, de la même façon, on trouve que T2 est égal à 2790,50 sur 16,15 moins log de 112,5 ici. La valeur de 112,5 vient de la conversion de la pression qui est égale à 0,15 du bar vers le millimètre de mercure. Et pareil, la conversion est donnée juste au-dessous du tableau. Plus 57,15, ce qui nous donne en application numérique T2 VAP est égal à 301,35 K ou encore θ2 VAP égale 28,20. Donc, il faut bien garder en mémoire ces deux valeurs des températures, c'est-à-dire la température de vaporisation du cyclohexane pur et la température de vaporisation de l'acétate d'éthyle pur. On va les utiliser un peu plus loin dans l'exercice. Passons maintenant à la partie B qui traite les diagrammes binaires. Et on vous dit que la figure ci-dessous représente le diagramme d'équilibre de phase liquide-vapeur du binaire cyclohexane 1 acétate et d'éthyle 2 à 27 degrés. Donc c'est bien un diagramme isotherme, c'est-à-dire on a la variation de la pression en fonction de la composition à température constante. Premièrement, indexer totalement le diagramme. Donc ici, on a bien un diagramme isotherme. Donc dans le domaine 1 qui se trouve tout en haut, on trouve bien du liquide. Dans le domaine 2, c'est du liquide plus de la vapeur. Le domaine 3, c'est de la vapeur. La courbe 1 est bien appelée courbe de vaporisation ou bien courbe de bulle. La courbe 2, c'est la courbe de Rosé. Et puis le point Z, c'est le point azéotrope. Deuxièmement, d'après le diagramme, les deux liquides 1 et 2 présentent-ils une miscibilité nulle, partielle ou totale? Donc ici, bien évidemment, d'après l'allure du diagramme, les deux liquides sont miscibles en toute proportion. Troisièmement, les mélanges liquides entre 1 et 2 sont-ils idéaux? Justifiez votre réponse. Donc ici, les mélanges entre 1 et 2 ne sont pas idéaux car tout d'abord, pour les mélanges idéaux, la courbe de vaporisation P égale F de X1 est une droite, donc elle suit bien la droite de Raoult. Et en plus, on a une présence d'un azéotrope qui est caractéristique des mélanges réels. Quatrièmement, les mélanges 1 et 2 se font-ils par absorption ou dégagement de chaleur? Justifiez la réponse. Donc ici, il faut bien remarquer que le diagramme présente un maximum de pression, donc un azéotrope positif, c'est-à-dire un écart positif par rapport à la loi de Raoult. Donc la variation d'enthalpie molaire du mélange est positive et par conséquent, les mélanges se font avec absorption de chaleur. Donc je vais vous montrer sur le diagramme la droite de Raoult pour bien être certain que c'est un écart positif. Donc voici le diagramme et la droite de Raoult, c'est la droite qui relie les deux pressions de vapeur saturante, c'est-à-dire ici la pression de vapeur saturante de l'acétate d'éthyle et de l'autre côté la pression de vapeur saturante du cyclohexane. Donc c'est bien une droite au-dessus de laquelle se trouve le diagramme, donc c'est un écart positif par rapport à la droite de Raoult. Cinquièmement, citer au moins trois propriétés du mélange liquide dont le point représentatif est situé en Z. Donc les trois caractéristiques principales de ce mélange azéotrope, c'est que le liquide bout à une température constante, c'est-à-dire il se comporte comme un corps pur. Il passe de l'état liquide à l'état vapeur à température constante. Puis, à l'équilibre, la vapeur émise a la même composition que le liquide. Donc, X1Z est égal à Y1Z. C'est pour ça qu'au point azéotrope, les courbes de vaporisation et de Rosé sont confondues, c'est-à-dire elles ont le même abscisse. Et puis, la composition de l'azéotrope X1Z varie lorsque la température
et où la pression varie. Ici, on a un diagramme isotherme à 27 degrés. Si la température change, la position de l'azéotrope va aussi changer. C'est ça ce que veut dire que la composition varie lorsque T ou P varie. Sixièmement, en se basant sur la figure ci-dessous, y1 égale f de x1, déterminer les coordonnées x1z, y1z du point représentatif du mélange situé en z pour une pression P égale 0,15 bar. Donc, la figure de gauche donne ici la fraction molaire en phase vapeur du cyclohexane en fonction de la fraction molaire en phase liquide du cyclohexane. Donc, pour trouver la position de l'azéotrope, il suffit de tracer la droite x1 égale y1. Pardon, c'est y1 qui est égal à x1, puisqu'on avait dit que au point azéotrope, la composition de la vapeur et du liquide est la même. Donc voici en rose, j'ai tracé la droite x1 est égale à, plutôt c'est y1 qui est égal à x1. Donc l'intersection de cette droite rose et de la courbe qui représente la variation de la fraction molaire de la vapeur en fonction de la fraction molaire du liquide se fait bien au point de coordonnées 0,51, 0,51, c'est-à-dire x1 égale y1 égale 0,51. Septièmement, soit un mélange cyclohexane acétate d'éthyle de composition 90% molaire en cyclohexane à la température 27 degrés. Ce mélange initialement gazeux est comprimé, c'est-à-dire qu'on lui fait augmenter la pression. Septièmement, petit a, à quelle pression apparaîtra la première goutte de liquide et quelle sera sa composition? Donc, pour répondre à cette question, j'ai repris le diagramme, j'ai repéré un point en vert ici, si vous voyez, qui représente le mélange, il est bien à l'état gazeux, et puis on augmente la pression jusqu'à atteindre la courbe. Donc, au niveau de cette courbe, de rosée apparaît la première goutte de liquide. Donc pour trouver la valeur de la pression, il suffit de tracer l'isobare qui est en vert pointillé ici, passant par ce point, et on trouve bien une pression de 0,154 parce que la petite graduation correspond à 0,002 bar. Donc, pour trouver la composition de cette première bulle de vapeur, il faut toujours regarder l'intersection entre l'isobare, passant par ce point représentatif de l'apparition de la première goutte de liquide, et la courbe de vaporisation. Donc, on projette cette intersection sur l'axe des fractions molaires et on va trouver une fraction molaire égale à 0,97. Donc ici, dans la case relative à la question septièmement petit a, je vous ai noté en toutes lettres la technique de détermination de la pression d'apparition de la première goutte de liquide et sa fraction molaire. Septièmement, petit b, quelle sera la composition du gaz après avoir liquéfié 50% du mélange initial? Donc ici, lorsque 50% du mélange initial est liquéfié, ça veut dire que le nombre de moles de liquide formé est égal au nombre de moles de vapeur qui restent. D'après le théorème des segments inverses, N liquide sur N vapeur est égal à MV, qui est le segment représentatif de la phase liquide, sur ML, qui est le segment représentatif de la phase vapeur, est égal à 1. Donc, le fait que c'était égal à 1 veut dire que les deux segments devraient être égaux. On doit chercher sur le diagramme le point qui nous donne une égalité entre les deux segments.
Donc ici sur le diagramme, si on continue la verticale à 0,90, on voit bien que à P égale 0,16, les deux segments de part et d'autre de cette verticale sont égaux. Vous pouvez le mesurer à la règle ici. Donc ici, c'est pour P égale 0,16 qu'on a une égalité entre enfin, lorsqu'on a NL est égal à NV. Donc, le point d'intersection ici, c'est le point représentatif du mélange à 50% liquéfié. Et pour lire la composition de la vapeur, il suffit de trouver l'intersection de cette horizontale avec la courbe de Rosé, c'est-à-dire ici on va trouver 0,85. Donc, de la même façon que septièmement petit a, je vous ai noté en toutes lettres la démarche pour déterminer la composition, euh, la composition du gaz lorsqu'on a liquéfié 50% du mélange. Septièmement petit c, tracer l'allure de la courbe d'analyse de pression pour une compression isotherme de 0,14 bar jusqu'à 0,19 bar, commenter les accidents thermiques au point particulier. Donc la courbe d'analyse de pression est donnée par cette figure qui donne la variation de la pression sur l'axe vertical en fonction du temps. Et donc on voit bien que la pression augmente de 0,14 jusqu'à 0,154 qui est la pression d'apparition de la première goutte de liquide. Donc, en ce point, on aura un changement de pente puisqu'on passe d'un domaine qui contient uniquement de la vapeur ici vers un domaine biphasé. La pression continue encore à augmenter jusqu'à 0,172. Donc, c'est un point où disparaît les dernières bulles de vapeur. Donc, et le mélange devient totalement liquide. Pareil, ici, le passage du domaine biphasé liquide-vapeur vers le domaine liquide est marqué par un changement de pente. Donc ici, pour ne pas trop encombrer le diagramme de la question 1, j'ai le repris sur cette question. Et donc voilà le point de départ, c'est-à-dire x égale 0,9 et P égale 0,14. La pression augmente jusqu'à apparition de la première goutte de liquide. Donc cette première goutte de liquide, on avait dit qu'elle avait cette composition-là. Et au fur et à mesure que la pression augmente, la vapeur va suivre la courbe de Rosé ici et le liquide va suivre la courbe de vaporisation jusqu'à la fin de la liquéfaction. Donc ici, en ce point-là, là, c'est la disparition de la dernière bulle de vapeur. Donc la vapeur s'arrête juste là. Et puis, on continue avec le liquide jusqu'à 0,19. Donc il faut bien commencer par le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et le liquide commence où apparaît la première goutte de liquide et la vapeur s'arrête où disparaît la dernière bulle de vapeur. Donc en bleu ici, donc il faut mettre la légende. En bleu, c'est le chemin de la phase vapeur, donc c'est bien noté sur le diagramme. Et en gris ici, c'est le chemin suivi par la phase liquide. Donc là, j'ai changé la couleur du chemin suivi par la phase liquide parce que je vois que c'est pas bien clair sur le schéma. Donc la dernière sous-partie grand C de cette partie 1, c'est le passage du diagramme isotherme au diagramme isobar. Et on vous dit qu'en utilisant des informations de la figure ci-dessous, éventuellement quelques résultats obtenus dont les parties 1 et 2, tracez le plus précisément possible le diagramme d'équilibre liquide-vapeur isobar
du système binaire cyclohexane et acétate d'éthyle sous une pression de 0,15 bar. Donc, sur cette figure, on nous a donné des diagrammes isobars pour différentes températures. Donc, celui tout à fait en haut, qui est en trait continu, c'est le diagramme isotherme pardon, à 27 degrés C. Le diagramme en pointillé, lent et petit. Lent et petit, c'est un diagramme isotherme à 25 degrés. En pointillé normal, c'est un diagramme isotherme à 23 et tout à fait en bas, c'est le diagramme isotherme à 21,4. Donc on va essayer à travers ces diagrammes, pardon, de trouver le diagramme isobar à 0,15. Donc déjà pour commencer ici, il faut tracer l'isobar passant par 0,15. Donc en rose, ici, j'ai tracé l'isobar passant par 0,15. Et donc on voit très bien que cette isobar coupe les diagrammes en plusieurs points. On va chercher l'intersection de cette isobar avec chaque diagramme parce que chaque diagramme représente une isotherme. Donc l'intersection de l'isobar passant par 0,15 avec le diagramme tracé à 0,27 se fait bien en 4 points. Un premier point ici, un deuxième, un troisième et un quatrième point. Donc ce sont 4 points qu'on va retrouver, voilà, qu'on va les placer pour le diagramme isobar à 0,15 et pour une température de 27 degrés. Donc le premier point d'intersection ici, il est à 0,02, celui-là à 0,075. Là, c'est un point d'intersection à 0,94 et là, c'est un point d'intersection à 0,98. Donc on va essayer de les mettre sur le diagramme de dessous. Bien évidemment, ici, vous allez imaginer que le traçage du diagramme n'existe pas. Et donc, pour la température 27 degrés, ici, on a bien 4 points. Un premier point à 0,02, on avait dit. Le deuxième à 0,075. Un point à 0,93 et un point à 0,98. En rouge, ici, c'est l'intersection de l'isobar à 0,15 avec le diagramme isotherme à 25 degrés. Donc, on trouve bien kiff là 4 points qu'on va essayer de mettre, voilà, de placer sur le diagramme, enfin, normalement, sur la grille ci-dessous. Normalement, on devait trouver une grille vide. En bleu, c'est l'intersection de l'isobar à 0,15 bar avec le diagramme isotherme à 23 degrés C. Et pareil, ici, on trouve 4 points qu'on va placer un peu plus bas. L'intersection de l'isobar passant par 0,15 avec le diagramme isotherme à 21,4 se fait en un seul point, qui est le point orangé ici, et qu'on va placer un peu plus bas. Donc c'est un point à 21,4 degrés C et 0,51. Donc une fois qu'on place tous les points qui représentent les intersections avec l'isobar 0,15, il faut se rappeler qu'on avait calculé dans la partie A les températures de vaporisation, voilà, les températures de vaporisation des deux corps purs qui sont de 28,09 je pense et 28,03. N'oublions pas de les placer sur les axes verticales, c'est-à-dire là où il y a les corps purs. Donc, il suffit là de relier les points entre eux pour trouver le diagramme isobar relative à ces deux composés. Donc, c'est bien un diagramme avec un minimum de température et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on a un maximum de pression,
en température, on devrait avoir un minimum. Donc la question 2 de cette partie C, on vous demande d'indiquer la nature des différentes phases présentes dans les domaines. Donc si je reprends le diagramme qu'on avait tracé, tout en bas, c'est-à-dire à basse température ici, on a la phase liquide. Dans chacun des deux fuseaux, on a du liquide en équilibre avec de la vapeur. Et en haut du diagramme, on a de la vapeur. Troisièmement, lors de la distillation fractionnée d'un mélange cyclohexane 1 et acétate d'éthyle 2 à 20% molaire en cyclohexane, quelle température peut-on mesurer en tête de colonne? Donc ici, puisque c'est un diagramme avec un azéotrope, en tête de colonne, on récupère le distillat qui est le mélange azéotropique dans notre cas, puisque X1 égale 0,2 est inférieur à X1 azéotrope. La température en tête de colonne sera celle du mélange azéotrope, c'est-à-dire 21,4 degrés C. Passons maintenant à la dernière question de cette partie C. Troisièmement, petit b, quelle est la composition du distillat et celle du résidu de la distillation? Donc ici, on avait dit que le distillat est constitué par le mélange azéotrope. Donc la composition de ce mélange est bien X1 égale 0,51. Et le résidu, bien évidemment, sera constitué par l'acétate d'éthyle pur. Donc X1 égale 0. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, c'est bon pour cette première vidéo et on va continuer les deux autres parties dans d'autres vidéos. Dans l'attente, veuillez bien travailler et bon courage.